Bonjour à tous. Alors nous voici réunis pour le regard croisé numéro 4 qui va s'intéresser au logement. La question particulière qu'on va se poser, c'est est-ce qu'on peut se loger sans dénaturer l'environnement? Alors ça va nous amener à parler de l'énergie, de la biodiversité, d'aménagement du territoire. C'est vrai que c'est des thèmes qui se croisent. Alors c'est un regard croisé un peu particulier parce que comme vous voyez, nous ne sommes que deux en présentiel. Monsieur Pajot, qui co-anime avec moi, est un peu loin, vers Bordeaux, je crois. Il interviendra alors plutôt à la fin parce que c'est lui qui va du coup modérer les questions. Ça nous semblait un peu plus simple. J'ai à côté de moi Monsieur Hérault qui représente Kaufmann & Broad, qui est directeur RSE et innovation, qui en tant que directeur de projet immobilier connaît bien toutes ces questions qui croisent à la fois l'énergie, la biodiversité, la mobilité, l'économie circulaire et les modes de construction. Alors on commencera le plus souvent par Monsieur Hérault pour faciliter le dialogue. Est également avec nous, mais à distance, Monsieur Libois, que je remercie. Alors Monsieur Libois est chargé de recherche à l'INRAE. Il est aussi associé à l'école d'économie de Paris. Il y est professeur. Il est docteur donc en économie, mais il travaille au croisement, vraiment à l'intersection à la fois de l'économie du développement, de l'environnement et des institutions. Alors c'est bien, il nous apportera un regard un peu distancé puisqu'il a fait ses recherches plutôt en Asie du Sud-Est mais également sur les pêcheries actuellement en Afrique. C'est plutôt, je pense, son expérience sur l'Asie du Sud-Est et notamment habiter dans les forêts qui nous apportera un éclairage. Nous attendons Monsieur Clergeot. Nous espérons qu'il nous rejoindra bientôt, qui est lui professeur émérite au Muséum d'histoire naturelle. Je vous propose de le présenter quand il nous rejoindra. En fait, pour faire cette table ronde, nous allons on va essayer de suivre 3 axes. Et du coup, je pense qu'on va réussir à les suivre tel que ça se présente. Un premier axe va surtout nous interroger sur le lien entre habitat et réchauffement climatique. Donc on va commencer par un diagnostic, on va essayer d'en soulever les enjeux et aussi éventuellement les solutions. Un deuxième axe nous amènera sur la protection de la biodiversité, ce qui nous amènera à nous interroger assez fatalement sur les échelles à prendre en considération. Et nous terminerons par les acteurs de cette transition dans le logement, des synergies qui existent entre les acteurs, ce qui ouvrerait encore, je pense, un certain nombre de questions. Alors, Monsieur Clergeot, commençons par vous. Est-ce que vous pouvez nous poser un diagnostic sur la place du logement dans les émissions de carbone? Oui. Donc Bertrand Hérault, Kaufmann & Broad, effectivement. Peut-être que pour entrer dans le sujet, on peut essayer de se donner quelques ordres de grandeur pour illustrer donc ce propos, partir du fait qu'un Français moyen, donc l'auditoire de la salle en moyenne, émet de l'ordre de 10 tonnes de carbone par an. Ces émissions de carbone sont liées à nos modes de vie et peut-être qu'un support peut permettre aussi d'illustrer le propos. D'abord la manière dont on se déplace, on utilise des machines et de l'énergie pour nos déplacements, et donc il y a des émissions qui sont associées. Notre alimentation, et donc des émissions carbone associées à la chaîne de production alimentaire, et puis comme troisième composante de la signature carbone moyenne d'un Français, on retrouve la manière dont on se loge et donc la manière dont nous utilisons l'immobilier. On constate sur le graphique que vous avez à l'écran que c'est le 3e poste d'émissions de gaz à effet de serre liées à nos modes de vie et que cela représente à peu près 20% de l'empreinte carbone d'un Français moyen, donc à nouveau à peu près la vôtre et la mienne. Pour aller un peu plus loin dans le constat, on peut noter que cet axe lié au logement dans nos émissions de gaz à effet de serre a 2 grandes constituantes. D'abord, l'utilisation de l'immobilier et notamment le chauffage, l'énergie liée à l'usage de l'immobilier
pour avoir de l'eau chaude lors de la douche, pour pouvoir réguler la température à l'intérieur des bâtiments, l'hiver comme l'été. C'est la première composante des émissions de gaz à effet de serre de notre utilisation de l'immobilier. Et puis la deuxième composante, c'est les émissions de gaz à effet de serre liées à la construction des immeubles. On utilise des machines et de la matière pour créer des volumes, des lieux de vie. Et donc, en synthèse, deux composantes des émissions de gaz à effet de serre, la construction et l'énergie pour faire fonctionner les immeubles. Alors peut-être passer à vos propositions pour décarboner tout cela avant qu'on donne la parole à Monsieur Libois. Oui, tout à fait. Alors ce sont des enjeux majeurs pour l'industrie de l'immobilier qui concernent les deux composantes de la constitution des émissions de CO2 attachées à l'immobilier. Sur la construction, l'enjeu de la filière, c'est d'utiliser des matériaux bas carbone, des matériaux biosourcés, également des matériaux de réemploi, réutiliser des composants d'anciens immeubles pour fabriquer des immeubles neufs. Tout ça vise à une forme de sobriété aussi, de frugalité dans la conception des immeubles pour abaisser le poids carbone lié à la phase de construction des immeubles. Et puis évidemment, sur l'axe des vecteurs énergétiques pour faire fonctionner les immeubles, notre chauffage, notre eau chaude, utiliser à nouveau des vecteurs énergétiques bas carbone et idéalement renouvelables. On est par exemple face à une nouvelle génération où on va recourir de plus en plus à des matériaux biosourcés de réemploi pour fabriquer les immeubles et utiliser des énergies renouvelables, solaire, biomasse, pompe à chaleur, géothermie, aérothermie par exemple, pour faire fonctionner nos immeubles. C'est vraiment la trajectoire que décline le secteur pour atteindre la stratégie nationale bas carbone. Évidemment également pour le parc existant, la rénovation des immeubles aura une place importante. Monsieur Libois, la question se pose un petit peu autrement. Par exemple, dans des espaces forestiers, habiter dans les espaces forestiers, préserver la forêt, ça se pose autrement, cette question. Alors oui, donc je vais peut-être un peu, je vais complètement rentrer dans votre question et puis prendre un tout petit peu de distance par rapport à la France et puis par rapport à la question. Donc quelque part, habitat et changement climatique, pour moi, la première chose que ça évoque, c'est quel est à la fois l'impact de l'habitat sur le changement climatique, et ça vient d'être évoqué de manière très nette pour la France. Et puis c'est aussi comment le changement climatique impacte la manière dont les gens peuvent bénéficier de l'endroit où ils habitent. Alors, il y a plusieurs dimensions là-dedans. Si on est dans un pays pauvre, le premier point critique, c'est et surtout en zone rurale, c'est l'alimentation en énergie, et notamment l'énergie pour la cuisine, qui va être énormément utilisée en zone forestière. Et donc ça, qu'on soit en Asie du Sud ou en Afrique subsaharienne, il y a une grande majorité de ménages qui en fait utilisent du bois pour la cuisine. Et c'est un des facteurs d'utilisation majeurs du bois, et donc ça contribue au réchauffement climatique parce que il y a du bois qui est coupé. Souvent, c'est des technologies relativement peu efficaces en termes de technologie pour brûler le bois. Et le changement climatique impacte aussi l'accès à cette énergie parce que les forêts se retrouvent à avoir des difficultés à pousser dans certains endroits par manque d'eau, par exemple. Ça implique aussi des questions liées simplement à la gestion de la température. Il y a des habitats qui sont conçus pour tenir à des températures jusqu'à un certain niveau et qui sont exposés à des températures plus élevées. Et ça, c'est tout à fait vrai en France, mais c'est pas vrai que en France. La question de comment un habitat est isolé est particulièrement important. Et là, je pense qu'il y a un lien assez important à faire en fait entre pays en voie de développement et pays développés. Il vaut beaucoup mieux, par exemple, utiliser du bois pour mieux isoler une maison, pour avoir une maison qui est thermiquement, qui a plus d'inertie thermique, par exemple, que de brûler ce bois pour réchauffer la maison à un moment ou pour cuisiner. Alors, on a deux utilisations un peu différentes, mais alors. J'ai envie de revenir un peu plus vers la France parce que dans les stratégies habitation et climat, dans les stratégies d'adaptation, il y a tout un volet d'adaptation qui est lié au verdissement des villes. Et ça, on voit que ça a des effets sur les températures au niveau local et au niveau un peu plus régional. C'est pas juste les maisons qui sont à côté des arbres qui sont plus fraîches, ça évite un peu les effets d'îlot. Et ça, en tant qu'économiste, un des premiers points qu'on a tendance à regarder, c'est finalement qui va financer le verdissement.
c'est souvent les collectivités qui vont financer ce verdissement. Et qui va en bénéficier? En général, c'est les personnes d'abord prioritairement qui habitent à proximité, pas juste en termes de température, mais aussi en termes d'augmentation de la valeur des maisons. Clairement, les maisons qui sont plus proches de zones vertes, qui sont dans des zones plus proches d'aires protégées parfois, mais simplement plus proches d'un parc, ont des valeurs beaucoup plus élevées. Et donc là, on va avoir des très gros effets redistributifs dans ces genres de politiques de verdissement. Et puis, habitat et changement climatique, il y a aussi toute une question de nouvelles nuisances et de nouveaux bénéfices. Des nouvelles nuisances, ça peut être la construction d'éoliennes juste à côté des maisons. Il y a des estimations assez bien faites sur l'Angleterre et le Pays de Galles où ils montrent que une maison qui est à proximité d'éoliennes, c'est-à-dire qui a des éoliennes à 1 à 2 kilomètres, perd 5% de sa valeur. Et donc là, il y a des personnes qui perdent. À côté de ça, il y a un gain collectif qui est de produire de l'énergie décarbonée. À côté de ça, on a des nuisances qui vont disparaître. Avoir un parc automobile moins polluant et moins bruyant, ça va rendre certaines artères qui étaient plus ou moins inhabitables maintenant nettement plus habitables, et les gens qui habitent à proximité de ces artères vont avoir une augmentation de la valeur du bâti dans lequel elles se trouvent. Si c'est des propriétaires, c'est eux qui vont en bénéficier. Si c'est des locataires, ils en bénéficieront partiellement par l'amélioration de leurs conditions de vie. Évidemment, ça peut aussi se répercuter dans leur loyer à moyen terme. Donc là, on voit que habitat et changement climatique, au niveau local, en supposant une localisation fixe, ça a des effets distributifs qui peuvent être importants et qui doivent être regardés sur la dimension énergie, la dimension température, l'accès à l'eau en zone rurale. Il y a des zones rurales qui vont avoir un accès à l'eau beaucoup plus compliqué. Et puis sur des nouvelles nuisances et des nouveaux bénéfices. Et un autre élément qui est très important à prendre en compte finalement, c'est aussi qu'il y a plein de décisions de localisation qui vont changer. Alors ça va être le cas en France probablement, s'il fait beaucoup plus chaud à Montpellier, est-ce que dans l'éducation nationale par exemple, il faudra toujours autant de points pour aller à Montpellier? Est-ce qu'il faudra pas un peu plus de points pour aller en Normandie ou dans le Nord-Pas-de-Calais pour se relocaliser? Alors ça, il y a des questions à se poser sur l'évolution à long terme du marché immobilier. Est-ce que ça vaut toujours la peine d'acheter une maison à l'île de Ré, sachant que dans 40, 50 ou 100 ans, il y a plein de zones qui seront peut-être presque sous les flots, à moins d'entreprendre des travaux comme aux Pays-Bas, par exemple, d'avoir des digues, ou comme au Bangladesh, où là, c'est plutôt de la replantation de mangroves qui essaye de récupérer des terres sur l'océan. Là, on est sur je parle de migration interne à la France, mais évidemment, il y a aussi des migrations internationales. Il y a des endroits qui vont être beaucoup plus compliqués en termes de vie, en termes de génération de revenus. Et là, on observe déjà maintenant des migrations climatiques. Quand il y a des chocs climatiques en Afrique subsaharienne, principalement pendant les saisons de récolte, il y a plus de migrants qui viennent vers l'Europe. Alors moi, je travaille pas directement sur ces migrations climatiques, je travaille plutôt sur les migrations liées à des chocs de pêche, mais c'est un peu le même genre de mécanisme. Quand il y a des bateaux industriels qui vont capturer du poisson au large de l'Afrique, et c'est des pays qui, ces années-là, vont avoir plus de migrants qui reviennent vers l'Europe. Et donc, là, c'est plus gestion de ressources et pas vraiment un changement climatique. Donc, j'avance plus vers biodiversité et je vais peut-être laisser la parole. Merci. Du coup, j'en profite puisque Monsieur Clergeau n'est pas là. J'en profite. Vous me parliez tout à l'heure d'un site qui pourrait intéresser tout le monde, qui projette un petit peu la France au niveau de l'immobilier dans quelques temps. Oui, absolument. On évoquait effectivement un site qui s'appelle BATADAPT, qui est développé par l'Observatoire de l'immobilier durable. Vous pouvez entrer BAT comme bâtiment, Adapt comme adaptation dans votre moteur de recherche et vous avez une cartographie de la France et l'exposition du territoire à différentes vulnérabilités climatiques, la sécheresse, l'augmentation des vagues de chaleur, les inondations, les submersions marines, etc. Et donc vous pouvez avoir la curiosité de tester votre environnement immédiat face à ces évolutions du climat en réglant l'échelle de temps 2050, 2080, 2100. Donc, Monsieur Clergeau. Oui. Bonjour. Bonjour. Quelques problèmes de connexion. Il n'y a pas de souci. J'attendais juste que vous vous connectiez pour vous présenter et vous arrivez juste au moment où vous pouviez intervenir. Rapide présentation. Vous êtes professeur émérite au Musée national d'histoire naturelle. Vous êtes consultant en urbanisme écologique, vous avez conseillé beaucoup de municipalités, vous faites partie de nombreux conseils scientifiques. Pour tous les collègues, le dernier ouvrage qui rend bien compte de votre travail se nomme Urbanisme et biodiversité.
Et justement, nous parlions avec Monsieur Libois des effets un peu secondaires parfois du verdissement des villes. Et nous en étions qu'au début du lien entre les villes et le réchauffement climatique. Et je crois que le verdissement, ça vous connaît? Oui, tout à fait. Bon, il y a beaucoup de choses. C'est un terme évidemment qui est très large. Pour faire simple, on peut pas continuer. Alors, j'ai pas entendu les discussions précédentes, hein, donc je suis peut-être en répétition, mais on peut pas continuer à faire la ville comme elle est. Il y a les problèmes de localisation, il y a les problèmes d'étalement urbain, etc., qui interviennent directement sur les écosystèmes, bien évidemment. Je parle en tant qu'écologue, hein, mais aussi qui ont des impacts très forts, évidemment, sur la vie des citadins eux-mêmes. Et ce qu'on démontre bien et de plus en plus, c'est qu'on ne peut pas continuer à ne pas verdir la ville. Donc, c'est pas du tout. Là, j'ai peut-être mal compris votre propos, mais on ne peut pas du tout dire que végétaliser la ville c'est complètement secondaire ou anecdotique. C'est absolument clair que c'est un des seuls moyens pour une adaptation assez rapide face au réchauffement climatique, face aux îlots de chaleur qui sont de plus en plus importants. J'ai pas besoin de reprendre toutes les données et tout ce qui a été fait jusqu'à maintenant, ce qu'on a pu voir jusqu'à maintenant. La canicule, c'est un début. Ça fait quand même à peu près 10 ans qu'on observe ces phénomènes qui vont être de plus en plus graves. Donc, végétaliser la ville, c'est une première étape. Alors, après, je vais peut-être développer un peu plus sur la notion de biodiversité, mais dans un premier temps, ça a été très bien démontré que une rue végétalisée, par exemple, c'est 5 à 8, voire 10 degrés de moins que la même rue, que le même boulevard qui n'est pas végétalisé. Vous voyez la différence par rapport à nos problèmes de canicule, par rapport à nos problèmes de santé. Et là, on parle que de réchauffement et que de climat, hein, donc se loger demain par rapport à ça. Mais vous le savez très bien, la végétation en ville rend aussi plein de services, hein, qui soient de santé, ça c'est très bien démontré, de capture de CO2, de bien-être, d'ambiance, et une vraie demande des citadins par rapport à ça. La ville ne peut donc plus être construite comme avant, il faut absolument végétaliser, ce que je crois que la plupart des municipalités ont compris, puisque il y a plein de plans biodiversité, canopée, voilà, climat, autres qui fleurissent un peu partout. Oui, oui. Alors, j'étais entièrement d'accord avec vous. C'était parce que Monsieur Libois nous montrait parfois des effets économiques aussi ou de redistribution qui sont liés à cette végétalisation de la ville. Alors, Monsieur Hérault, peut-être la transition est faite assez facilement. Comment protéger la biodiversité dans la ville? Est-ce que vous avez des exemples à nous montrer avant que Monsieur Clergeau nous parle de son métier d'écologue urbain? Ouais, très bien. Je peux 2 exemples modestes, mais qui illustrent comment l'activité économique de fabrication des immeubles intègre ces enjeux de biodiversité et de végétalisation. Le premier exemple, pour lequel il y avait une petite slide support, montre que dans l'élaboration d'un projet immobilier neuf, maintenant une bonne pratique du secteur, c'est de faire intervenir un écologue pour faire un diagnostic d'un site en matière de faune et de flore, et puis d'établir des préconisations qui sont prises en compte comme des données d'entrée d'élaboration d'un projet. C'est pas exactement cette slide, mais oui, c'est plutôt celle de Monsieur Hérault, la numéro 3, si vous l'avez tout près. Mais ça vous empêche pas de... Et donc, vous voyez le plan, vous verrez sur cette slide, le plan existant d'un site sur lequel il y a une maison et de la végétation, et puis l'élaboration d'un projet immobilier qui tient compte du diagnostic, des préconisations d'un écologue. Et puis sur la slide suivante, on peut aussi noter que un projet immobilier, c'est pas seulement un bâtiment, mais c'est des volumes à vivre sur un terrain, et donc il y a également une place importante au design des espaces extérieurs.
qui crée de la valeur environnementale et aussi peut-être de la valeur économique en écho à ce qui a été dit en introduction pour les habitants. On s'intéresse donc au design en intégration avec la nature. Alors il y a des bons exemples et des mauvais exemples qui permettent d'illustrer le propos. Typiquement, recourir à la nature pour créer avec des arbres feuillus, des masques en période estivale et laisser le rayonnement solaire irriguer le bâtiment en période hivernale, est quelque chose de très bénéfique. C'est aussi scientifique d'optimiser la symbiose bâtiment-espace extérieur pour aller rechercher une performance, un confort, une qualité de vie. Et puis, comme ça a été dit évidemment, en termes de régulation thermique, l'évapotranspiration des arbres, la régulation hygrométrique de la qualité de l'air et du confort des habitants sont aussi d'autres thèmes qui permettent, lorsque c'est pris en compte, de développer la performance, la qualité, la durabilité, la résilience aussi du bâti face à des événements climatiques. La synthèse, c'est deux exemples à droite, une maison qui a été conçue peut-être en faisant abstraction de ces principes de design avec la nature. On a un espace extérieur qui retient peu l'eau, qui sèche très vite, qui n'apporte ni ombre, ni masque, ni évapotranspiration. On a dû mécaniser l'immobilier pour le rendre adaptable. On voit qu'il y a une unité extérieure de pompe à chaleur ou de climatisation. Et puis à l'inverse, on peut imaginer un autre univers dans lequel le bâtiment a été conçu avec une qualité d'espace extérieur et qui a une forme de symbiose pour une performance et une qualité d'habitat. Monsieur Clergeau. Oui. Monsieur Clergeau, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est qu'un écologue urbain? C'est une approche un peu différente qui a été assez peu prise en compte pendant très longtemps en urbanisme. Donc on peut travailler aux différentes échelles. Ce que moi je fais, on travaille sur les bâtiments, on vient d'en parler un petit peu. Alors aujourd'hui, moi, mon équipe de recherche travaille aussi sur les bâtiments végétalisés, sur la façon de gérer des parcelles et des choses comme ça. Et puis il y a la grande échelle, il y a l'urbanisme, la ville, le quartier, qui est beaucoup plus difficile à aborder, mais sur lequel aujourd'hui on a aussi des principes, notamment trame verte et bleue que je vais développer tout de suite après, si vous le voulez bien. Donc l'approche de l'écologie, c'est pas une approche je dirais naturaliste de premier niveau, c'est-à-dire c'est pas absolument protéger le hérisson ou l'hirondelle, c'est s'intéresser au fonctionnement du système, fonctionnement d'un écosystème, pour que toutes les espèces y trouvent leur place et fonctionnent en même temps. Et c'est ça qui fait durabilité. Et ça m'amène à développer un petit peu cette alors, c'est pas une opposition, mais cette étape supplémentaire de parler de biodiversité. Alors aujourd'hui, tout le monde parle de biodiversité, c'est un peu galvaudé, c'est certain. Parlons de nature et de végétalisation de la ville, ce que nous avons vu comme un élément complètement fondamental pour la ville, pour que la ville soit vivable. Passer à la biodiversité, ça veut dire prendre en compte des fonctionnements d'écosystèmes. Ça veut dire ne pas simplement mettre des êtres vivants. L'exemple que je prends souvent, c'est celui des platanes. On fait pas mieux comme arbre pour la ville, on met plein de platanes partout, et donc du coup, on a une forme de monoculture qui répond au service qu'on attend. Ça rafraîchit la ville, c'est facile à ramasser, ça stocke du carbone, etc. Ça, il y a pas de problème avec ça. Seulement, c'est hyper fragile parce que c'est une monoculture. L'idée d'aller vers une forme d'écosystème, c'est ça qu'apporte l'écologue. Donc, un fonctionnement de plusieurs espèces entre elles et de ces espèces avec leur habitat permet d'avoir une durabilité. Je peux avoir une espèce qui disparaît parce qu'il y a un problème sanitaire ou climatique. Le reste peut fonctionner. Et ça, on le voit et on le verra de plus en plus. Et l'idée, donc, de développer en ville une végétalisation et donc une nature en ville comme on l'a fait jusqu'à maintenant avec des approches avant tout paysagistes, c'est-à-dire l'esthétique et puis un bien-être et une pratique de l'espace. C'est rendre la ville vivable, comme je disais, mais y intégrer de la biodiversité, tenter d'intégrer des espèces plus locales, pas que, mais locales, de faire attention au fonctionnement du sol, aux gestions de l'eau, etc. Donc, système, toujours penser système. Et là, on peut peut-être mettre
La diapositive, s'il vous plaît. Oui, s'il vous plaît. Oui. Voilà, et le fait de passer à la biodiversité permet une durabilité. Ça veut dire une ville qui est non seulement vivable, mais qui sera durable. Ce qui n'est pas le cas si on plante partout du sédum pour les toitures et du platane pour nos avenues. Là, j'ai donc schématisé un petit peu sur une dia pour l'échelle locale, donc qu'on aborde facilement, qui est un petit peu la diversité des espèces, jouer avec plusieurs strates. Arrêtons de faire simplement de la pelouse avec des arbres. Les arbustes sont les plus riches aujourd'hui en biodiversité, les qualités du sol, etc. Jouer aussi sur les surfaces. Tout ça, c'est ce qu'on peut faire au niveau local. Et donc, du coup, on va essayer d'avoir une qualité des habitats. J'ai mis comme exemple d'application l'école de Boulogne-Billancourt, qui est un travail de l'agence Chartier d'Alix, qui a travaillé non seulement sur la toiture, ce que vous voyez là, un petit peu le bois là-haut, et puis les herbes un peu hautes, qui est le toit du gymnase, mais aussi, vous voyez que la façade, elle est complètement avec du béton un petit peu déstructuré pour permettre à des plantes, à des insectes, à des oiseaux de s'installer, et ça marche. Ça marche. C'est un très bel exemple de ce qu'on peut faire localement sur un bâtiment et allant dans le sens de ce qu'on disait tout à l'heure. Mais il y a aussi, alors ça c'est assez bien fait. Aujourd'hui, on est de plus en plus sur des recherches, sur des applications, des réflexions dans les municipalités là-dessus. Ce qui se fait moins, c'est l'échelle globale, c'est-à-dire de prendre en compte aussi là-dedans les dispersions d'espèces. Donc, c'est quoi la distance entre des habitats, les continuités écologiques? J'ai repris un schéma un peu théorique de ce que c'est que des noyaux d'habitat, mes taches vertes là, avec un corridor entre ces taches qui permettent à des espèces de circuler. Alors, moi, écologue, évidemment, ma première entrée, c'est l'ensemble des espèces, mais l'idée forte, c'est le One Health, c'est une seule santé, c'est un seul contexte, un seul système, c'est de mettre l'homme dans son fonctionnement là. Et donc, du coup, bien évidemment, c'est d'y trouver aussi pour le citadin des éléments de bien-être, de fonctionnement, de mobilité. Aujourd'hui, ce type de trame verte et bleue ou de connectivité, elle est beaucoup reprise dans les plans marche, etc. Et j'ai pris en bas l'exemple du quartier Sud Toulouse sur lequel j'ai travaillé, qui manque. Hélas, est tombé un peu à l'eau avec le changement de municipalité, mais qui est requalifié complètement le boulevard Eisenhower pour ceux qui le connaissent, qui est très large et qui a des emprises très très peu travaillées, étudiées, utilisées, pour en faire un vrai corridor écologique entre deux grands éléments, la Garonne que vous voyez à droite et puis un grand parc qui est à gauche. Et l'idée, pour finir, c'est de planter, bien évidemment, pour les raisons qu'on a tous citées, je suppose, avant, mais c'est aussi d'aller vers cette notion d'écosystème. Et aujourd'hui, on va encore plus loin. Alors, je ne vais pas trop développer parce que c'est vraiment de la recherche. Et à part les Néo-Zélandais, nous, on commence un tout petit peu à avancer là-dessus. C'est faire de la ville un écosystème. C'est pas simplement d'installer des écosystèmes dans les parcs et les jardins, de changer nos boulevards. C'est aussi penser toute la ville comme un écosystème avec tous ses fonctionnements. C'est excessivement compliqué. Pour l'instant, je ne vais pas en développer plus, mais c'est fait partie aussi de la façon dont on pratiquera la ville et toutes les réflexions qu'on a à mener dès aujourd'hui sur l'espace public qui, à mon avis, est pour l'instant pas tellement réfléchi et travaillé. Oui, on parlera des trames bleues et vertes si vous voulez bien après quand on va parler des acteurs et du poids de l'État. Monsieur Libois avait des choses à nous dire sur justement une seule santé et ses effets dans les espaces ruraux sur la santé des êtres humains. Vous m'aviez parlé d'exemples qui étaient vraiment très intéressants. Oui, alors je prends un peu de distance par rapport à la ville. Bon, la ville, il y a énormément de gens il y a une grande partie de la population, particulièrement dans les pays développés, qui habitent en ville. Mais en fait, la ville, elle est elle-même au milieu de zones agricoles. Il y a des zones forestières qui sont relativement loin. Il y a en fait des grosses interactions, y compris entre les zones agricoles et les villes, même si on a l'impression qu'elles sont loin. Alors, je vais prendre un petit exemple là-dessus. Il y a une maladie qui a touché les chauves-souris, une maladie en fait européenne qui a été importée aux États-Unis, qui s'appelle la maladie du nez blanc, qui a touché les chauves-souris aux États-Unis et qui a touché progressivement. En fait, elle s'est étendue progressivement aux États-Unis. Et donc, ça permet de faire une analyse de qu'est-ce qui se passe, par exemple, quand une espèce importante dans l'écosystème, les chauves-souris disparaissent. Et donc ce que l'étude a montré de Eyal Frank,
qui est un chercheur à Chicago, c'est qu'en fait, quand il y a plus de chauves-souris, les agriculteurs, ils utilisent 18% de pesticides en plus dans les comtés où il y a plus de chauves-souris. Pourquoi? Parce qu'il y a plus d'insectes et il faut les tuer. Les agriculteurs qui font ça, ils ont 10% de revenus agricoles en moins. Et en fait, dans les zones, dans les comtés, mais qui peuvent aussi être des comtés qui sont un peu urbanisés, on a 5% de mortalité infantile en plus. Alors, on n'a aucune idée des quantités de pesticides qui sont, du nom exact des pesticides. On a une idée des quantités de pesticides qui sont épandus, mais on n'a pas une idée du nom des pesticides qui sont épandus. On ne sait pas sur quel champ ils sont épandus. On sait juste que dans un comté, il y a plus de pesticides qui sont épandus quand il y a plus de chauves-souris. Il y a plus de pesticides quand il y a moins de chauves-souris, quand les chauves-souris disparaissent. Et donc là, on voit que les villes, c'est important d'en faire des écosystèmes, mais l'écosystème ville, il est lui-même très dépendant de ce qu'il y a dans l'écosystème agricole à proximité, dans l'écosystème forestier. Si on veut avoir une certaine résilience, on remarque qu'il y a énormément d'éléments de la biodiversité qui vont être très importants. Je pars des États-Unis vers l'Inde. En Inde, il y a un antidouleur pour le bétail qui était introduit un peu avant les années 2000 et qui s'appelle le diclofénac et qui a amené à une chute complète des populations de vautours. Donc en gros, il y a une baisse de quasiment 100% des populations de vautours. Enfin, la population actuelle de vautours, c'est 1% de la population originelle. Et en fait, ce que les chercheurs ont montré, c'est que quand il y a plus de vautours, on a 9% de mortalité annuelle en plus, ce qui est énorme. Pourquoi? Parce qu'il y a plus de cadrage, il y a plus de chiens errants et la qualité de l'eau baisse. La qualité de l'eau baisse, ça veut dire qu'il y a plus de diarrhée, il y a plus d'enfants qui ont des problèmes d'hydratation. Les chiens errants, ça a tendance à répandre la rage, ce genre de choses. Alors ici, on est bien dans un contexte où on a un lien assez fort entre le bétail qui va y compris jusqu'au cœur des villes et un système, il n'y a pas de clos d'équarrissage, c'est des vautours qui faisaient le travail, et puis quand les vautours disparaissent, ils sont remplacés notamment par des chiens errants. Et donc là, on voit que la biodiversité a une valeur énorme et qu'on la sous-évalue parfois complètement. Là, dans l'exemple des vautours, c'est évident que le gouvernement indien, quand il a autorisé l'arrivée du diclofénac, ne pensait pas que ça allait tuer tous les vautours et que les vautours étaient aussi importants. Le problème, c'est qu'on finit par voir l'importance de la biodiversité quand il y a une disparition complète. Un autre exemple, peut-être pour terminer sur une bonne nouvelle, c'est un exemple sur le Vietnam, où dans le delta du Mekong, il y avait une utilisation d'intrants et notamment de pesticides qui était 5 fois l'utilisation dans les autres zones du Vietnam, ce qui est une zone agricole importante. C'est aussi une zone où il y a énormément de personnes qui habitent. Et le gouvernement s'est dit, là, il y a un vrai problème dans les rizières. Ils ont fait des très grosses campagnes pour réduire l'utilisation des pesticides. Et en fait, ils ont remarqué qu'en réduisant les pesticides, ça permettait à davantage d'espèces d'insectes de s'épanouir, et qu'en fait, ça permettait à des insectes qui occupaient la niche écologique d'un insecte qui attaquait le riz de s'étendre, et donc en fait, ça réduisait la niche écologique d'un des parasites. Et donc, en permettant une diversité plus importante, en fait, l'abondance d'un insecte destructeur du riz a été fortement réduite. Et l'autre avantage, donc il n'y a pas eu de perte de rendement, même s'il y a une forte baisse de l'utilisation de pesticides, et il y a une forte baisse aussi de la mortalité infantile. Alors pourquoi est-ce que je vous parle de la mortalité infantile? En fait, parce que dans les études épidémiologiques, c'est très compliqué d'avoir une idée de l'historique de l'exposition à des pesticides, de l'exposition à des phénomènes environnementaux pour des adultes. Et donc quand on se concentre sur des enfants qui ont entre 0 et 5 ans, on a un historique qui est très court, et ça permet d'être beaucoup plus précis dans ce qu'on va pouvoir faire. Dans les études sur les pesticides, il y a pas mal de travaux qui se font, notamment en regardant ce qui se passe par trimestre de grossesse. Et c'est principalement pendant le premier trimestre qu'il se passe des choses. Je pourrais vous donner aussi des chiffres sur l'utilisation d'insecticides dans les pommiers aux États-Unis, mais j'ai l'impression qu'on est un peu court au niveau du temps, sauf si vous me laissez le temps. Mais en question peut-être à la fin, je voudrais quand même qu'on... question à la fin. Je vous avais dit que je serais un peu désagréable. Non, j'aimerais bien qu'on aborde un thème qui est quand même important. Vraiment, c'est celui des acteurs de la transition du logement. On va commencer par Monsieur Hérault, puisque c'est lui qui a les slides. Il a cet honneur.
Voilà, quels sont les acteurs importants? Enfin, finalement, vous êtes vous représentez un des acteurs importants de la transition du logement. Et avec qui travaillez-vous? Quelle synergie? Pour quelle efficacité? Alors, effectivement, donc Kaufmann & Broad est un acteur du développement d'immeubles neufs, pour répondre aux évolutions démographiques, aux évolutions des modes de vie. Nos process font appel à une diversité d'acteurs. On a mentionné l'intervention d'écologues en amont, dans les phases de diagnostic et de mise au point d'opérations immobilières pour constater, maintenir, faire perdurer, voire développer des écosystèmes à l'échelle du projet et de son environnement. On a évoqué en première partie de notre échange aussi l'évaluation de la signature carbone d'un projet immobilier dans sa phase de construction et dans sa phase d'utilisation. On analyse en fait le cycle de vie d'une opération. Le but, c'est pas de simplement faire cette analyse pour faire des calculs savants, mais bien pour identifier les gisements carbone sur lesquels il est le plus efficace d'intervenir pour décarboner l'immobilier. Et ça se fait en collaboration avec des bureaux d'études indépendants, donc des ingénieurs, des thermiciens, qui intègrent aussi cette dimension carbone dans l'optimisation de la performance environnementale d'un projet immobilier. Évidemment, le travail avec les urbanistes, parfois des sociologues, on touche en fait un panel assez large lorsqu'on construit la ville de sciences dures et de sciences humaines, de sciences sociales, et on retrouve tous ces acteurs impliqués dans le processus de conception et de mise au point d'un projet immobilier. Vous pouvez peut-être nous donner un exemple aussi de travail avec une municipalité Ouais, tout à fait. Alors évidemment, les collectivités sont au cœur de l'élaboration du projet immobilier. Il y a un exemple sur une slide qui est celui d'un projet urbain qui est en cours de développement à Reims, et il illustre certains thèmes qui ont été évoqués lors de notre échange. On peut constater d'abord que le projet, il se développe, c'est l'image de gauche, sur un site qui est déjà occupé, bâti, largement artificialisé et imperméabilisé. On est sur un ancien site qui abritait des magasins généraux et différentes fonctions industrielles qui, au fil du temps, est devenu une sorte de friche qui est négatif pour son environnement immédiat, n'a pas de fonction à forte valeur ajoutée pour la ville et est plutôt pauvre en termes de contribution aux différents écosystèmes auxquels elle pourrait appartenir. Et le projet d'aménagement, le projet urbain qui est développé sur ce site, vise et permet de reconquérir cette friche pour en faire un lieu de vie, pour développer un quartier très diversifié avec des logements, avec des établissements d'enseignement, avec des commerces, avec des services de proximité pour le bénéfice des futurs habitants et des riverains. Et en quelques chiffres, c'est un projet qui permet de restituer un peu plus de 22 000 m² de surface perméable, dont 15 000 m² de surface végétalisée au sol. C'est un quartier qui verra la plantation d'environ 1700 arbres. Alors c'est une unité facile à compter, mais dans une logique de développement des écosystèmes locaux. On est au bord d'un canal, il y a des continuités de la trame verte aussi qui sont assez évidentes sur l'illustration de gauche. Donc tout ça se fait à nouveau avec l'intervention de différents bureaux d'études, d'experts, dont notamment des écologues. Cette opération, elle se fait aussi dans une logique d'économie circulaire. On a parlé d'abaissement du poids carbone de la phase de construction des immeubles. Donc il y a une logique de déconstruction sélective des bâtiments qui occupent le site pour identifier les matériaux qui pourront être réemployés sur ce projet ou sur d'autres opérations. Et puis, il n'y a pas que des immeubles neufs qui sont développés, puisqu'il y a un bâtiment emblématique sur le site qui fera, lui, l'objet d'une rénovation, réhabilitation. Et puis enfin, le raisonnement à l'échelle du quartier permet aussi d'être performant sur la deuxième composante du poids carbone de l'immobilier qu'on avait évoqué en introduction, qui est celle des usages et notamment des besoins énergétiques du quartier.
à l'échelle de ce projet un vecteur énergétique fondé sur la géothermie, des échanges de calories avec une nappe qui se trouve sous le site, permettra une utilisation de cet immobilier avec une performance carbone assez emblématique et également économique pour les futurs habitants. Donc une logique globale qui pense le quartier comme un écosystème assez large, qui cherche une performance environnementale globale en pensant également tout le cycle de vie de l'opération. Ça illustre bien comment une opération urbaine de cette nature agrège différentes compétences dans les phases de conception et de production et résonne aussi sur le temps long, sur tout le cycle de vie des immeubles pour leur phase de construction, mais évidemment aussi sur toute la vie de ce futur quartier. Merci. Je voudrais demander aussi à Monsieur Clergeau de nous. Alors, vous avez collaboré avec beaucoup de municipalités, mais c'est quand même l'État qui a impulsé avec le Grenelle de l'environnement, les trams bleues, les trams vertes. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots? Oui, tout à fait. Dans l'histoire globale de l'écologie et de la biodiversité, c'est vrai que le Grenelle de l'environnement a été un virage énorme et alors moi, ça fait 25 ans, que je dois travailler sur le milieu urbain. Ça a été un virage parce que brusquement, les élus ont pris conscience qu'il y avait quelque chose à faire, voire obligatoire. Donc cette définition de tram vert, c'est ce que j'ai abordé tout à l'heure un petit peu rapidement avec ma diapositive. Donc on a des noyaux de biodiversité, puis on a des corridors qui relient ces habitats, ces noyaux de biodiversité, si on veut. Et bien sûr, pour répondre aussi à ce que disait tout à l'heure François Libois, c'est aussi bien évidemment la ville. Quand on a une approche un peu globale, c'est de connecter la ville avec son environnement agricole, forestier, plus ou moins naturel, etc. C'est pas dans la ville que se trouvent les espèces a priori, et se trouvent dans les grands habitats avec la ville, où la ville va pouvoir se connecter avec ces grands habitats. Donc ça c'est quelque chose qui est relativement important. Il y a pas mal d'éléments à rajouter. Donc sur ce Grenelle, il est efficace parce que il a été fait et conçu surtout pour les régions, mais les villes, comme je viens de vous le dire, s'en sont largement emparées dans les discours. Alors, je suis beaucoup moins optimiste ou peut-être un peu plus pragmatique que l'intervenant précédent. L'exemple qu'il a présenté est tout à fait intéressant, exceptionnel sans doute. Dans la majorité des cas, les appels d'offres des municipalités et les consortiums qui se construisent restent sur l'approche architecte paysagiste qui font l'urbanisme. Il faut être tout à fait honnête. On peut le voir sur le Grand Paris en ce moment, comment ça se passe. On va bien sûr chercher quelques bureaux d'études plus ou moins naturalistes. Il y a quelques bons bureaux d'études d'écologie, mais il faut être honnête. Là, on continue encore beaucoup à avoir une approche assez simple parce que trop coûteuse. C'est-à-dire que ça a été abordé tout à l'heure. C'est un exemple que je donne souvent, qui a été donné aussi sur le climatiseur. On dit toujours ça coûte cher de repenser les végétalisations de la ville, d'imposer des comportements plus vertueux, une sobriété foncière pour pouvoir laisser de la place un peu à de la nature, voire de la biodiversité. Non, c'est pas économiquement plus fort. Alors, il aurait fallu participer à la réunion de la table ronde précédente, où je crois que ça a été abordé, cette économie. C'est parce qu'on a une vision à très court terme. Donc là, aujourd'hui, on fait des choses qui permettent de répondre très rapidement, comme on peut, à ces problèmes de réchauffement, notamment, avec beaucoup une notion d'image, typiquement les microforêts, trop denses, les Miyawaki, là, le japonais qui a lancé cette idée de surdensifier les plantations d'arbres, ce qui est un peu une aberration écologique, mais bon bref, ça a beaucoup de succès parce que c'est très visuel, parce que voilà, mais scientifiquement, on lance en ce moment des études à long terme pour voir ce que ça va devenir. Donc c'est pas à jeter, mais il faut être un peu prudent et surtout pas en mettre partout, quoi. Restons aussi sur ce qu'on connaît un petit peu, sur le choix des espèces et sur
sur le voilà et sur le devenir connu un peu des espèces d'arbres et d'arbustes qu'on va planter. Alors, je peux peut-être dire un autre mot aussi complémentaire sur les acteurs, puisque c'est la question que vous posiez au tout début. Il y a bien évidemment cette idée un peu de consortium beaucoup plus complet, comme on l'a vu sur l'exemple tout à l'heure. Hein. Je crois que c'est un bel exemple avec effectivement aussi des prises en compte de toutes les échelles, de tous les fonctionnements pour avoir une approche quartier qui est bien complète. Ça, c'est très intéressant et c'est vers ça qu'il faut tendre. Et pour y arriver, il faut aussi que les différents acteurs évoluent. Et c'est là qu'on a le problème aujourd'hui. Les DGS, les directeurs généraux des services, les maires, les premiers adjoints, ils sont pas du tout formés à l'écologie. Ils ont aucune approche de ces choses-là. Hein, donc du coup, ils foncent dans ce qui est le plus lisible et ils se réfugient derrière quelques bureaux d'architectes ou autres. J'exagère pas beaucoup, hein, j'exagère un peu, mais peut-être pas beaucoup. Donc il y a déjà un travail énorme de formation et sensibilisation à ce niveau-là qui est évident. Et puis ça commence aussi à l'intérieur des services municipaux. On a mis des écologues dans pas mal de services des espaces verts ou des parcs et jardins. Aujourd'hui, c'est vrai, mais il y en a pas dans les services d'urbanisme. Et c'est là qu'il faudrait qu'il y en ait. Il faudrait qu'on rejoigne ce qu'a fait Barcelone. Alors il y a une ville ou deux qui font ça en France. Hein. Barcelone a fait un super service avec la mobilité, l'environnement et l'écologie et l'urbanisme. Et tout est ensemble et on ne fait pas une route ou on ne plante pas un bâtiment sans avoir une approche qui est globale et qui est complète. Il n'y a pas un appel d'offres dans Barcelone aujourd'hui qui ne prend pas en compte les fonctionnements de ces trois entrées très structurantes, sans doute pour l'urbanisme. Donc voilà, l'idée que je peux mettre, c'est le poids des écologues qui sont pas sans doute assez nombreux à faire du projet sur les consortiums, les services d'urbanisme et donc pour arriver à des beaux projets comme celui qu'on a vu tout à l'heure. Je vous remercie. Monsieur Libois, votre réponse sur les acteurs, avant qu'on prenne quelques questions des auditeurs. Oui, merci beaucoup. Donc, moi, je pense qu'un des acteurs clés, ça reste, je pense que c'est l'enseignement, et c'est l'enseignement très tôt, en fait. Donc, j'enseigne aussi, mais donc, je suis dans un très gros laboratoire. On est 120 chercheurs, 120 enseignants-chercheurs. Il y a une offre de cours en master qui est relativement importante. Et en fait, il y avait très très peu de cours en environnement ou sur des questions liées à l'économie de l'environnement. Et c'est les étudiants qui sont venus qui ont dit mais c'est pas normal que l'économie s'y intéresse pas. Il y a bien des gens qui doivent travailler là-dessus, augmenter l'offre de cours. Et donc il y a vraiment une demande. Et cette demande-là, elle est là pourquoi ? Parce qu'il y a une conscientisation avant dans le secondaire, dans le primaire et peut-être probablement déjà dès la maternelle pour certains. Et je pense que l'enseignement est un facteur clé parce que plus les jeunes en fait auront une idée de ce qui se passe en termes de changement climatique, en termes de biodiversité, en termes de qu'est-ce qu'un écosystème, plus quand ils seront adultes, ils vont demander des choses. Ils vont demander des choses et ils seront aussi, quand ils arriveront dans des postes de responsabilité, en capacité de faire des choses et d'en prendre en compte. Je pense que entre le moment où il y a une découverte et le moment où elle est mise en œuvre au niveau politique, il y a souvent 20 à 30 ans. Il faut une génération pour que ça passe, à minima. Et l'enseignement est clé parce que ça peut pas toujours être une toute petite minorité qui décide, sinon les changements sont pas acceptables. Et donc l'acceptabilité des changements, elle est relativement importante. Après, il y a aussi des acteurs parfois très importants, par exemple l'Union européenne, qui vont impulser des choses et qui vont avoir des très gros effets. Si on parle maintenant d'avoir les épreuves de natation longue distance et de triathlon dans la Seine au JO de 2024, c'est pas parce que la France a décidé de nettoyer son eau, c'est parce qu'il y a eu des directives relativement fortes de l'Union européenne, notamment la directive cadre sur l'eau, qui a imposé de nettoyer l'eau. Et il y a eu des régulations assez fortes avec des acteurs qui ont dû mettre des énormes centrales d'épuration, des systèmes d'écoutage, des entreprises qui ont dû dépolluer et ainsi de suite. Et donc il y a une part importante de la puissance publique au niveau tout à fait local, en termes de planification urbaine, au niveau national, mais aussi au niveau européen. Et de ce côté-là, la France est quand même souvent en retard sur les questions environnementales au niveau européen.
et pas que en comparant l'Allemagne, pas en comparant à plein d'autres pays parfois plus petits. Et donc là, il y a vraiment des choses. Enfin, la France a un espace d'amélioration qui est assez important et sur lequel, enfin, si la France s'accrochait au wagon européen, en moyenne, il y a beaucoup de choses qui pourraient s'améliorer au niveau environnement. J'ai parlé de la directive nitrate, de la directive cadre sur l'eau. La directive nitrate, par exemple, c'est une directive qui, lorsqu'elle a été transposée dans la législation française, a amélioré la qualité des eaux en aval des zones où il y avait énormément de nitrate. Est-ce que c'est suffisant? Non, il y a toujours des algues vertes en Bretagne, mais en fait, il y en aurait une plus s'il n'y avait pas eu cette directive nitrate. Est-ce qu'il faut aller plus loin? Ben oui, très probablement. On n'est pas encore à boire l'eau de la Seine. On espère que 24 personnes ne boire à la tasse. Je vous remercie. On a peut-être des questions qui recoupent cela, Monsieur Pajot, cette thématique des acteurs. Fanny, alors d'abord il y a une demande auprès de nos intervenants, c'est la mise à disposition de leurs diapos pour les collègues, de façon à ce qu'ils puissent les réutiliser en cours, puisque dans ce que souhaitait Monsieur Libois, que l'éducation soit un acteur majeur, il faut aussi que les collèguent enseignants qui nous écoutent aient des ressources. Donc merci éventuellement de leur mise à disposition. Et puis, j'ai plein de ressources que je peux envoyer, mais par contre il y avait plus que 3 diapos. Je suis sûr que le site Melchior sera ravi de les accueillir. Après, il y avait des questions d'ordre divers sur le site de questions-réponses, et notamment une première qui touche tous nos 3 intervenants à des niveaux de granularité différents de l'habitat, c'est-à-dire de l'habitat individuel, je veux dire, à l'extension de la ville. C'est tout ce qui concerne le développement d'architecture adaptée au changement climatique et à la biodiversité. Donc plus bioclimatique, c'était le terme employé par mes collègues, en disant est-ce qu'il y a encore des contraintes techniques, économiques, sans doute, voire même législatives, qui empêchent ce type de développement. Quelqu'un veut répondre? Monsieur Hérault? Monsieur Clergeau? Je peux juste te dire qu'effectivement, ça va pas de soi. Il y a des obligations de propreté, il y a des obligations qui font qu'on peut pas végétaliser une façade en ville comme ça, sans autorisation et sans précaution. J'ai des collègues architectes qui ont très bien étudié ces ambiguïtés, ces ambivalences entre la nécessité de verdir la ville et puis des contraintes de ne pas toucher à l'espace public, de pas mettre des feuilles mortes qu'il faudrait pouvoir nettoyer, de pas voilà. Donc c'est des choses qui évoluent et qui sont moins prises en compte, mais ça va pas de soi. Il y a peu de temps, c'était effectivement un petit peu une précaution. Et peut-être pour compléter, on peut aussi dire que les régulations intègrent aussi partiellement, même s'il peut y avoir des effets de bord, ces enjeux. Le secteur de la production d'immeubles neufs en France a reçu récemment une réglementation qui impose de calculer le poids carbone de chaque mètre carré produit sur tout le cycle de vie de l'immeuble, par exemple. On peut aussi dire que dans ces calculs, ces simulations du bilan carbone futur de l'immobilier qui sera produit, la création de masques végétaux qui vont optimiser la conception climatique et la régulation des apports thermiques sur le bâtiment sont pris en compte, etc. Donc plus on progresse, plus la résolution de problèmes est complexe. Il y a effectivement des effets de frottement, mais il y a une dynamique qui va dans la volonté de l'élever et d'intégrer la diversité des complexités qu'on a évoquées. Monsieur Pajot, une deuxième question. Alors c'est dans la suite de l'intervention juste à l'instant de Monsieur Hérault, c'est que des collègues se posaient la question, on voit bien sur ce qu'on peut faire sur l'habitat neuf, mais du point de vue climatique, notamment les fameuses passoires thermiques qui sont souvent citées actuellement comme étant un problème pour l'hiver à venir. Quelles sont les difficultés que l'on rencontre, à la fois toujours la même chose au niveau finalement économique ou social, pour pouvoir faire qu'il y ait une certaine équité de traitement finalement et de compensation de ces passoires thermiques? Alors, la question est large, mais effectivement, elle est d'actualité. On sait que en 2050, notre pays s'est donné pour objectif d'avoir des logements qui soient d'un niveau A ou B sur le DPE. C'est ce que vous retrouvez sur les annonces des agents immobiliers dans les vitrines, un peu comme pour les frigos maintenant. Les logements sont notés de A à G suivant leur performance, et on a 25 ans pour que tous les logements
progresse à un niveau A ou B, donc c'est le logement que vous occupez, dont vous êtes propriétaire, que vous louez pour vous, que vous louez à d'autres. Tous les logements sont concernés. Il y a un coût qui est faramineux pour mettre à niveau tout le parc existant à un niveau de performance élevé. C'est entre 300 et 600 milliards pour se donner des ordres de grandeur, et l'État développe des aides à hauteur de 2 milliards par an. Donc une partie des logements seront rénovés. Il y a une grande partie de l'énergie, de la matière grise du pays, des capitaux qui vont être investis dans la rénovation de bâtiments. Et puis il y a aussi une dynamique qui restera de répondre à des besoins démographiques, à des enjeux de loger tout le monde. En complément, certaines passoires thermiques, elles seront pas rénovées, mais elles pourront être déconstruites et laisser place à des nouveaux immeubles un peu plus denses, des immeubles neufs qui seront directement très performants, très bien isolés et de niveau A. Donc il y a deux directions qui sont complémentaires. L'intensification des rénovations énergétiques, et puis des évolutions aussi du parc existant dans d'autres cycles économiques que la rénovation, qui peuvent être de laisser place à de nouveaux logements à travers des immeubles peut-être un peu plus denses, à proximité de gares, à proximité de services, à proximité d'infrastructures existantes, sur des fonciers du coup déjà existants, déjà bâtis. C'est la complémentarité d'une dynamique sur le parc existant, à la fois en renouvellement et en rénovation, qui nous permettra d'atteindre ces niveaux de performance 2050. Alors, il est temps de conclure. Monsieur Pajot, est-ce que vous pouvez, juste peut-être pour conclure, nous dire sur quel autre thème les questions portaient en général? Alors, il y avait des questions sur d'autres aspects qui échappent à l'urbanisation, qui c'est effectivement de l'ordre de l'artificialisation, notamment d'un certain nombre de milieux naturels, compris sur les rivières, etc. Et ça pose la question aussi des acteurs, puisque certains des collègues s'interrogeaient sur le poids de règlements européens et leur effectivité de la mise en œuvre. Monsieur Libois dit que la France avait quelques marges de progrès dans cet aspect-là. Et ça nous rappelle l'histoire, par exemple, l'identification des zones Natura 2000 en France, qui a été pas un long chemin facile. Et le reste, sinon, c'était effectivement une dernière question qui était une question d'échelle. Il y a l'habitat granulaire, le pavillon, l'appartement, l'immeuble. Il y a aussi l'histoire de l'emprise de la ville que là aussi Monsieur Hérault a traité avec l'exemple de Reims sur l'imperméabilisation, plutôt la recherche de perméabilité des sols. Et les questions se posaient sur est-ce que finalement on va pas avoir un retour de la ville vers le rural d'une certaine manière. Il faut déconcentrer la ville aussi pour gagner un certain nombre de points qui facilitent à la fois la meilleure santé des habitants, et puis peut-être des questions économiques aussi qu'on n'a pas envisagé complètement ce soir, mais on a eu quelques éclairages qui nous permettent de voir au moment où se situent les tensions, en tout cas, de cette notion d'échelle entre concentration, étalement, qualité de vie des habitants, etc. etc. Oui, le retour de la campagne dans la ville, c'est une bonne conclusion. On va espérer cela pour tout le monde. Je remercie. Il faut construire les villes à la campagne. Merci Monsieur Clergeau, merci Monsieur Libois, et tout le monde mettra ses diaporamas à disposition pour que les enseignants puissent même se servir de ces exemples. Je vous remercie à tous. Merci à tous.